Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce mercredi. Voici les titres. Le bras de fer sur la taxe professionnelle oppose directement à l'Assemblée nationale François Fillon et Laurent Fabius, le premier accusant le second d'avoir menti. Mais l'UMP, Jean-François Copé, critique également aujourd'hui le gouvernement. Une ex-première dame, ici, porte de Versailles, Danielle Mitterrand est venue militer contre les grandes sociétés privées de distribution d'eau. Elle est l'invitée du 18h. Israël s'attire à nouveau les foudres internationales en lançant un programme de 900 nouveaux logements considérés comme une extension de colonie à Jérusalem. 1,5 million de Français désormais touchés par la grippe A, 5 fois plus en quelques jours, avec au total une cinquantaine de décès dans l'Hexagone, dont 14 au cours de la dernière semaine. Le virus progresse rapidement, particulièrement dans le sud de la France. Roselyne Bachelot envisage désormais de permettre aux médecins généralistes de vacciner dans des cas déterminés, alors qu'un gaspillage est à déplorer dans les centres de vaccination déjà ouverts un peu partout en France. L'enquête de Bérangère Dingla. Lorsque cette infirmière effectue une vaccination, elle prélève une dose dans un flacon qui en contient 10. Une fois celui-ci entamé, même s'il n'est pas fini, il termine à la poubelle à la fin de chaque séance de vaccination. Si on reçoit des personnes par nombre de dizaines incomplètes, à la fin d'une vacation de 4 heures, les quelques seringues qui n'ont pas été utilisées ne peuvent pas être conservées pour des raisons de sécurité, parce que les personnes, médecins et infirmiers qui procèdent à la vaccination souhaitent utiliser les produits qu'elles ont elles-mêmes préparés pour garantir la sécurité du vaccin. La semaine dernière, dans les Hauts-de-Seine, après 3 jours de vaccination, 345 vaccins ont ainsi été jetés pour seulement 2000 personnes vaccinées. Au ministère de la Santé, on estime à 10% les pertes nationales dues au conditionnement, un chiffre moins important que prévu et assumé. C'est plus long de mettre le vaccin dans des petites seringues d'une dose. Donc les industriels, et ils l'ont tous dit, ont dit si vous voulez des vaccins en multidose, en unidose, ça sera 2 mois de plus. Donc ça a été une condition pour qu'on puisse avoir les vaccins à partir d'octobre, c'est-à-dire maintenant. Après ces balbutiements, le ministère prévoit néanmoins de mieux organiser les vaccinations pour perdre le moins de doses possible. En vaccinant les volontaires présents en fin de séance de vaccination, même s'ils ne sont pas prioritaires, et en utilisant les vaccins monodoses dès qu'ils seront disponibles. Pas d'appel aux épargnants pour le grand emprunt de 35 milliards d'euros, ça devrait être la somme. Les fonds seront levés auprès des marchés financiers, précise Michel Rocard, le coprésident de la commission. Un souci d'économie, faire appel aux particuliers aurait nécessité le versement d'un intérêt plus élevé. Alors que l'inquiétude des maires reste très vive sur les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle, il suffit d'écouter ici les débats ou même les conversations dans les couloirs. La polémique politique se tend. François Fillon accuse donc le Parti socialiste d'avoir menti en disant que cette réforme allait se faire au détriment des ménages. Il accuse le Parti socialiste d'avoir voulu orchestrer le congrès des maires. Néanmoins, beaucoup d'édiles redoutent d'être lésés et de devoir augmenter les impôts locaux dans le futur. L'enquête de Lise Pressac. 523 millions d'euros, c'est la somme que Lyon va perdre avec la suppression de la taxe professionnelle. Un manque qui sera compensé pour moitié, mais pour le reste, la ville va devoir trouver une nouvelle source de revenus et ce sont les ménages qui pourraient payer la facture. Il va y avoir petit à petit un transfert, pas immédiat, mais dans le temps, de la part des entreprises sur les ménages. C'est ce que craignent aujourd'hui tous les élus locaux. Dans nos communes, on sera obligé d'augmenter nos impôts, donc qui varieront entre 20 et 30% si rien n'est fait. Augmenter les impôts locaux, une mesure impopulaire qui ne réjouit pas les maires, mais qui leur semble pourtant inévitable. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui si on va les augmenter. La ville de Troyes n'a pas touché aux impôts depuis 12 ans. C'est pour moi une ligne politique et comme maire depuis 14 ans maintenant, je fixe cela. Je ne veux pas le faire. Il faudra bien trouver des compensations, il faudra bien trouver des recettes complémentaires sur lesquelles il faudra, si nous avons encore des leviers de type taxe foncière bâtie, sur la taxe d'habitation par exemple, qu'il faudra trouver des compensations à ce niveau-là. Je ne vois pas comment on pourra faire autrement. Les maires de petites communes, eux, ne se sentent pas vraiment concernés. Pas besoin pour eux de taxer leurs administrés pour compenser une taxe dont ils ne bénéficient pas. J'ai pas d'industrie, je n'ai que quelques petits artisans dont nos ressources ne sont pas là. La question des compensations de la taxe professionnelle n'est toujours pas tranchée, mais le système sera encadré. Pas question que les communes soient libres d'augmenter la taxe d'habitation comme elles l'entendent.
Sifflé, interrompu hier à plusieurs reprises lors de son long discours, souvent technique, François Fillon a toutefois quitté la tribune avec le sentiment d'avoir surmonté l'épreuve. Marie Brémaud a sondé les maires aujourd'hui sur le défi que François Fillon a donc dû relever face à eux, défi en l'absence de Nicolas Sarkozy qu'il a hissé au premier plan. 24 heures après la venue mouvementée du Premier ministre, l'ambiance est à l'apaisement, pas de manifestation ni de pétition aujourd'hui, mais François Fillon ne recueille les honneurs qu'auprès des maires de droite. Nous l'avons trouvé particulièrement efficace, à savoir ce qui est paradoxal, c'est que hué dès le départ, il a réussi, sinon à convaincre, du moins à se mettre l'ensemble des maires dans la poche, et ceci c'est une performance de sa part. Voilà. Donc nous avons salué sa maestria, sa maîtrise et sa connaissance de ces dossiers. Du côté de l'opposition, on le siffle toujours aujourd'hui. Les maires socialistes ne sont pas dupes de l'opération déminage entamée hier par le chef du gouvernement. Le Premier ministre a simplement tenté de calmer les troupes et d'essayer, en leur lâchant quelques petites bribes d'évolution possible de cette réforme, encore une fois pour calmer les esprits. François Fillon a tout de même lâché du lest sur certains points de la réforme, mais le flot entourant la suppression de la taxe professionnelle continue d'inquiéter. Il n'a pas véritablement répondu à nos principales préoccupations, notamment sur la part de compensation que nous devrons percevoir par la perte de taxes professionnelles due à la réforme. Une chose est sûre, de tous bords, les élus saluent la venue et le courage du Premier ministre, regrettant avec amertume l'absence de Nicolas Sarkozy. Voilà, et sur le rôle joué par François Fillon, dans un instant, l'analyse d'Alain Offray du journal Libération qui sera avec nous. Notons que Jean-François Copé marque sa différence avec le couple exécutif. Le patron des députés UMP juge en effet pas acceptable de prendre comme postulat de départ que les élus locaux font mal leur boulot. Fin de citation. Perquisition aujourd'hui au siège de 4 syndicats, FO, CFTT, CGC et CFTC, dans le cadre d'une enquête sur la caisse noire de l'UIMM, le patronat de la métallurgie. Adoption aujourd'hui au Sénat de la proposition de loi visant à encadrer le cumul des fonctions et des rémunérations des dirigeants exerçant à la fois dans le secteur public et privé. Un texte qui vise directement Henri Proglio, placé, vous le savez, à la tête d'EDF et de Veolia. Tout de suite, la suite du 18h. 3 questions à Daniel Mitterrand. Daniel Mitterrand, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Première question, pourquoi a-t-on la surprise de vous voir ici au Congrès des maires de France ? Eh bien, pendant toute l'année, je vais d'une municipalité à une autre, à l'invitation des maires, pour défendre le statut de l'eau, bien commun de l'humanité, élément constitutif de la vie. Et je défends la politique de l'eau et la gestion de l'eau autrement que celle qui nous est imposée, en tout cas en France aujourd'hui. Alors, ce que l'on sait de votre combat avec votre fondation, Madame Mitterrand, c'est effectivement cette lutte que vous menez pour l'eau, mais au niveau mondial, mais vous la menez également au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on ne manque pas d'eau en France ? La France fait partie du monde et le problème de l'eau est un problème universel. L'eau aujourd'hui est en danger de pollution. L'humanité entière court un grand risque et c'est dans cette politique justement mondiale que la France se situe elle aussi. Et par exemple à Copenhague, où nous nous rendons au mois de décembre, nous défendrons la constitution d'une autorité mondiale pour que l'eau soit gérée publiquement dans le monde entier. Alors, vous avez un certain nombre d'opérateurs du secteur, les opérateurs privés dans votre cible, hein ? C'est pas une cible, c'est un constat. Quand un élément comme l'eau, au même titre que l'air, la terre et la lumière, sont les substrats de la vie, elle doit être gérée pour l'intérêt général, pour le vivant dans son ensemble et l'humanité, évidemment, en premier lieu. Et elle ne peut pas entrer dans le concert des marchandises dans le giron privé, des intérêts privés. Donc
comme actuellement, en France en particulier, 80% des Français sont sous le régime de la gestion privée de l'eau, eh bien, nous n'avons rien contre les entreprises, non. Mais en tout cas, nous pensons qu'elles ne sont pas légitimes pour défendre le bien commun. Enfin, il y a des reproches précis que vous leur adressez dans ce courrier que vous faites signer au maire. Notamment, vous avez constaté que quand l'opérateur est privé dans les communes, l'eau est beaucoup plus chère pour le consommateur. Eh bien, écoutez, c'est pas moi qui le dis. Je crois que le président de cette propre assemblée en a fait la démonstration Jacques Pélissard, hier. Oui. Qui est un élu UMP, maire de Lens-le-Saunier dans le Jura. Et vous avez eu peut-être l'heureuse surprise de constater que lui était encore en régime municipal. Tout à fait. Et nous nous sommes rencontrés hier matin. Et c'est lui-même qui a défendu cette politique de l'eau gérée par les élus, en tout cas, et les responsables des administrés. Bon, alors ces grands groupes, vous ne les avez pas encore cités, mais là, leur nom figure dans votre lettre, Madame Mitterrand. C'est Suez, c'est Veolia, c'est Sor, ce sont des groupes qui sont très puissants, mais bien au-delà de nos frontières également. Est-ce qu'on n'en a pas besoin de ces grands groupes industriels, capables de forts investissements pour l'assainissement de l'eau, justement? Quel est votre combat? Écoutez, c'est un point de vue. On les réclame à l'étranger. Et justement pas. Non, mais ils y sont très présents. Ils essayent de s'introduire à l'étranger, mais quand on voit par exemple en Bolivie, ils ont été remerciés, en Argentine ils ont été remerciés, en Uruguay ils ont été remerciés. Ils doivent peut-être connaître aussi la question et savoir où est leur intérêt. Mais quand on salue le savoir-faire de la France, de ces groupes industriels en matière d'assainissement, par exemple, de distribution d'eau, vous vous dites non, c'est un bobard? Mais est-ce que vous croyez qu'un ingénieur de l'eau qui sort des mêmes écoles que tous les autres, parce qu'il travaillerait pour le public, deviendrait idiot et ne pourrait pas être un aussi bon ingénieur que quand il travaille pour le privé? Bon, c'est pas mon avis, mais ça c'est un sujet que l'on débat quotidiennement avec la population. Et aujourd'hui avec les maires. Nous plaidons avec les maires en particulier. Beaucoup de signatures là au bas de votre lettre que j'ai en main. Il y a la mienne. Oui, bien sûr, c'est votre lettre. Est-ce qu'elle est endossée par beaucoup d'élus locaux? Il y a beaucoup d'élus locaux ici qui m'ont hier reçu, qui ont même endossé le t-shirt pour faire un clin d'œil. Mais c'est un discours qui commence à entrer dans les esprits et à éveiller les consciences, surtout des usagers et des citoyens responsables. Allez, troisième question. Madame Mitterrand, vous êtes toujours aussi militante, on le voit, même combattante, j'ai envie de dire. J'ai lu récemment que Jacques Chirac s'était rapproché de votre fondation. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que vous avez des combats en commun? Non, pas non. Mais Jacques Chirac a une fondation. Il a demandé à des responsables de ma fondation de le rencontrer pour savoir d'abord ce que nous faisions nous-mêmes, savoir si sur certains sujets on pouvait rapprocher les fondations. Mais pour ma part, je ne l'ai pas rencontré. Nous n'avons toujours pas de projet en commun. Est-ce qu'a priori vous y êtes favorable? Mais moi je suis. Vous savez, toutes les tribunes sont bonnes à prendre. Si la fondation de M. Chirac est une bonne tribune, pourquoi pas? C'est l'idée qui est portée, qui est essentielle. Alors j'ai noté tout récemment, lors de la publication de ses mémoires, que Jacques Chirac rendait hommage à François Mitterrand. Ça ne vous a pas échappé non plus, j'imagine. Il a parlé de sa culture, de sa finesse de jugement, de son intelligence tactique. Est-ce que ça vous a touché? Je pense que M. Chirac a un bon jugement. Oui. Et il écrit notamment dans ses mémoires « Salut l'artiste ». Il m'est arrivé souvent de le penser quand j'avais en tête certaines de ses prestations. Et il ajoute d'ailleurs, et peut-être que François Mitterrand était moins à gauche qu'il ne le disait. Oh, écoutez, on ne va pas entrer dans cette polémique. Non, mais c'est pas une polémique. Parce qu'on dit beaucoup de choses et beaucoup de bêtises. Bon, très bien. Mais là, Jacques Chirac n'en a pas trop dit, a priori, sur votre époux. Non, il a rendu hommage à l'intelligence et à la finesse de François, c'est très bien. Ça vous convient? Moi, tout à fait. Bon, alors, peut-être une ultime question. Un commentaire sur le renvoi en correctionnel de l'ancien président Jacques Chirac? Non, aucun commentaire. Pas de commentaire. Bien. Merci de nous avoir rendu visite ici au Congrès des maires, où vous continuez d'aller à la rencontre des élus. Merci à vous. La suite du journal, oui, non. Nous posons cette question. Oui ou non, le passage au tout numérique fera-t-il des laissés pour compte chez les téléspectateurs français? Ce
deux invités vont nous rejoindre dans quelques instants pour évoquer donc cette révolution numérique qui est en cours. Élus et associations, sachez-le, se mobilisent sur le terrain contre le risque de l'écran noir pour des centaines de milliers de téléspectateurs, dit-on en France. Les explications de Tam Tranui. Dans 2 ans, d'ici 2011, fini la télévision analogique. Place à la télévision numérique terrestre, la TNT. Un bénéfice pour les téléspectateurs français, c'est 18 chaînes, alors qu'encore aujourd'hui, de nombreux foyers ne reçoivent que les 6 chaînes nationales. Mais cette révolution ne fera pas que des heureux. Des centaines de milliers de Français vivant dans des zones isolées n'auront pas la télé faute d'émetteurs. Les voix des élus du Lot-et-Garonne et des Hautes-Pyrénées se sont élevées pour protester contre cette injustice. Dans la pire hypothèse, 1,3 million de foyers seront privés de télé avec le passage au numérique. Le CSA estime quant à lui à 500 000 le nombre de foyers qui pourraient se retrouver devant un écran noir. Un chiffre que l'on pourrait réduire à 150 000 avec de nouveaux émetteurs situés en zone de montagne. Difficile pour les élus d'expliquer à leurs administrés qu'ils pourraient être privés de télé demain. La question d'une couverture équitable fera l'objet d'une discussion lors du congrès des maires. Voilà, nous ont rejoint ici Pierre-Yves Collombat, sénateur socialiste du Var, et Michel Azibert, directeur général de TDF, c'est-à-dire Télédiffusion de France, un acteur évidemment prépondérant dans ce grand basculement qui se poursuit d'ailleurs ce soir même. Le Nord-Cotentin passe au tout numérique. Attention, hein, si vous nous regardez dans le secteur, ce sera quelques heures après la diffusion du match de foot France-Irlande. Toutes les régions françaises vont ainsi suivre jusqu'en 2011. C'est un sujet d'inquiétude sérieux pour vous, Pierre-Yves Collombat. Oui, absolument. D'ailleurs, les chiffres que vous venez d'indiquer montrent qu'on est en plein brouillard, ou en plein brouillage, puisqu'il s'agit d'émissions de télévision. Combien 1 500 000 foyers, 150 000 de 1 à 10. Nous naviguons depuis des mois sans obtenir vraiment de réponse, sans obtenir non plus de réponse quant au financement éventuel d'une mise à niveau pour ces malheureux. Alors, la loi a fixé un seuil de couverture de la population par la TNT à 95% pour le basculement. Donc, ça laisse une alternative, ou quelle alternative pour les 5% restants à ce jour ? Disons, techniquement, il n'y a pas de problème. Il y a 2 alternatives. Ou numériser les actuels réémetteurs qui ne seront pas pris en charge dans la situation actuelle par les chaînes. Mais qui existe, parce qu'actuellement, il faut quand même savoir que la couverture en analogique est plus de 99%, ne serait-ce que parce que les collectivités ont investi pour créer ces émetteurs. Donc, il y a l'aspect numérisation, et là, je pense que M. Azibert sera mieux placé que moi pour en parler. Et puis, il y a effectivement aussi, dans un certain nombre de cas, la solution satellitaire, plus quelques broutilles, ADSL, etc. Mais en général, les régions qui ne sont pas couvertes par le numérique terrestre auront quand même quelques problèmes avec le haut débit. D'accord. Monsieur Azibert, est-ce que vous voyez le problème comme les élus locaux et les associations, quand on les écoute, elles sont assez catastrophiques quant à l'écran noir qui pourrait être le lot demain de centaines de milliers de téléspectateurs partout en France dans les zones un peu reculées? Alors, il y a un point que je partage totalement dans ce qu'a dit Pierre-Yves Collombat, c'est le fait que, disons, si l'on ne se mobilise pas fortement pour traiter les problèmes de couverture, il pourrait y avoir des problèmes. Le point où je suis plus optimiste que lui, c'est je pense que cette mobilisation est en train de se produire, à la fois par des initiatives gouvernementales qui sont importantes en la matière. Qui vous ont demandé de faire un effort supplémentaire à vous, TDF. Alors en fait, le gouvernement a proposé un certain nombre de mesures, dont certaines ne vont pas dans notre sens, qui sont de favoriser le déploiement des paraboles, mais ça peut être une bonne solution dans un grand nombre de cas, d'ouvrir la porte au financement public par voie de l'État à des nouveaux émetteurs, comme l'a dit M. Collombat, donc ça c'est une solution qui est également dans certains cas sans doute préférable. Et au total, je pense que la dynamique qui s'enclenche et qui sera peut-être confirmée au Parlement dans le cadre de la proposition de loi présentée par le sénateur Pinta en décembre, c'est une dynamique qui va dans le sens d'une prise de conscience et donc qui est favorable au traitement des solutions en temps utile. Alors, est-ce qu'on peut envisager effectivement que des téléspectateurs en 2011 n'aient plus aucun signal sur leur petit écran? Est-ce que c'est envisageable? Imaginable? Oui. Je pense qu'il ne faut pas se placer dans cette situation et que Oui. Je pense qu'en fait, ils auront la télévision d'une manière ou d'une autre, soit en s'équipant d'une parabole ou parce qu'un émetteur terrestre additionnel aura été installé. La question, c'est une question finalement d'optimisation du coût. La parabole, oui, c'est 250. Ça veut dire qui va payer, quoi. C'est 250 ou 350 €. Exactement.
disons que le véritable élément d'optimisme que je conserve, c'est qu'il n'a échappé à personne que le 1er décembre, c'est à 3 mois 2011, c'est à 3 mois de mars 2012. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. En mars 2012, il me semble qu'il y a des élections importantes. Donc peut-être qu'on va s'apercevoir qu'il y a du travail à faire et on le fera. Un ultime cadeau, vous pensez, pour les téléspectateurs? Je ne sais pas, mais nous le souhaitons en tout cas. Monsieur Azibert, il faut dire que le basculement de l'analogique au numérique est inévitable et comporte beaucoup d'avantages. Il faut quand même rappeler cela. Il est absolument inévitable, souhaitable pour le public et pour les chaînes, et il est hors de question d'en remettre le calendrier en cause. Donc tout doit être fait pour préserver ce calendrier de novembre 2011, mais tout doit être fait aussi pour permettre aux gens d'avoir soit une couverture terrestre convenable, soit des solutions de basculement vers d'autres solutions techniques comme la parabole, dans une certaine mesure. Je pense que tout est une question d'équilibre entre les différentes solutions. Pierre-Yves Colomba. C'est un incontestable progrès technique. Il n'y a absolument pas de problème là-dessus. La seule question qui se pose, c'est qu'il faut que tout le monde puisse en bénéficier. Avec d'autant plus que c'est pas simplement un supplément par rapport à ce qui existe, mais dans un certain cas, si on y prend garde, ça sera la suppression de ce qui existe. C'est ça la difficulté devant laquelle on est. Je prends la comparaison, c'est-à-dire si on vous promet de vous mettre de l'eau minérale dans votre salle de bain, vous serez peut-être content, vous direz il y a des petites bulles, vous pourrez vous masser avec, etc. Mais si en même temps on vous dit bah écoutez, pour pauvres malheureux, vous êtes dans les 5% qui n'auront pas droit, sauf si vous payez, vous serez quand même un peu moins content. D'accord. À TDF, à combien estime-t-on aujourd'hui la couverture, ou plutôt la réception de la TNT par les téléspectateurs français? Quel est le pourcentage de Français qui sont déjà aptes à recevoir des programmes? Donc actuellement, avec la nouvelle technique, il y a environ 600 sites en France qui ont été allumés, qui couvrent à peu près 89% de la population française. La cible, c'est bien sûr 95% de la population française, avec les 1600 sites que le CSA, 1626 sites que le CSA a publiés comme devant être finalement allumés avant l'extinction. La question, c'est au-delà de ces 1626, y a-t-il place par des financements publics ou privés, pour des extensions complémentaires? Alors on peut dire que le Congrès a fait un peu avancer les choses. Oui. Tout ce qui permet de poser les problèmes, parce que c'est vrai qu'on a l'impression quand même que les choses évoluent par rapport aux niettes qu'on a eues, par exemple, au mois de juillet. Moi, j'avais déposé un certain nombre d'amendements qui ont été recalés. Bon, la réflexion progresse. Faut-il encore qu'elle aboutisse à des espèces sonnantes et trébuchantes et qu'on s'entende sur ce qu'il faut faire? D'accord. Merci, messieurs. Dernière page du journal. C'est la séquence décodage. Voilà, séquence décodage, on revient sur la page principale de ce journal. J'en parlais tout à l'heure, évidemment le discours de François Fillon et son impact sur les maires de France qui étaient très attentifs hier, beaucoup remontés, on vous l'a dit. Avec donc Alain Offray qui nous rejoint, journaliste à Libération. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. J'ai noté que la presse était plutôt bienveillante pour François Fillon ce matin. Il a même reçu un satisfecit des journaux. Je le note du Figaro à Libération, qui a jugé que le Premier ministre avait dompté les maires. C'est comme ça que vous l'avez vu. Oui. Donc dompter, c'est peut-être un tout petit peu exagéré. C'était le titre. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que les journalistes présents, dont moi, donc hier, avant le discours de François Fillon, on s'attendait quand même à ce qu'il se fasse massacrer. Hein. On voyait monter à la tribune un fusible déjà grillé. Il a passé 3 très mauvaises minutes avant de prendre la parole, quand même, sifflé copieusement. Ça n'a pas été sans doute très agréable pour lui. Oui, en effet. Mais on n'imaginait pas une seconde qu'il pourrait aussi facilement dérouler le discours qu'il a déroulé ensuite. On pensait que ce serait beaucoup plus difficile parce qu'avant lui, Bertrand Delanoë, André Léniel avaient dit tout le mal qu'ils pensaient des réformes et avaient, pour ce qui concerne M. Léniel, quasiment appelé à la révolte. Hein. Ils avaient un peu chauffé les foules avant l'intervention du Premier ministre. Donc, vous avez été impressionné par la façon dont il a relevé le défi, car c'était un défi pour lui, en l'absence de Nicolas Sarkozy. Un défi, une opportunité aussi pour le Premier ministre. Sans doute, un défi, une opportunité. Il était lui-même, visiblement, il a beaucoup travaillé ce discours et il avait très envie de faire la démonstration qu'il pouvait faire face à ces milliers de maires très hostiles. Et de fait, la démonstration est réussie. Alors pourquoi? Il y a peut-être plusieurs explications. Allez-y. Je sais pas. On peut quand même faire l'hypothèse que c'est pas lui. Que c'est pas à lui que le Congrès voulait adresser son insatisfaction et sa colère. Donc, on a entendu dans la foule des maires hier où est Sarko, hein.
Oui, voilà. Hein, c'était pas. Bon, alors ça, c'est une première explication. Ouais. Autre explication possible, c'est que peut-être que M. Léniel, avant, on en a fait un petit peu trop dans le discours très très politisé. Après tout, il avait quand même en face de lui un certain nombre de maires socialistes, mais pas que des maires socialistes, et certains qui trouvaient peut-être que cette opposition très très frontale, très radicale, il n'y avait rien qui trouvait grâce à ses yeux dans les projets gouvernementaux. C'était peut-être un petit peu trop. Peut-être qu'il a trop chauffé la salle. D'une certaine manière, paradoxalement. Enfin, c'est resté encore en travers de la gorge du Premier ministre, qui cet après-midi à l'Assemblée nationale a accusé le Parti socialiste de mensonge. Oui, de mensonge d'une part, mais également d'avoir tenté de manipuler le Congrès des maires de France. Oui, de l'instrumentaliser. C'est vrai que M. Léniel a à plusieurs reprises appelé le Congrès à se faire entendre, non plus seulement à protester, mais à agir. Hein. Et donc, et la troisième hypothèse qu'on peut faire concernant François Fillon, c'est peut-être que sur certains points, il a réussi effectivement à calmer quelques inquiétudes concernant ce que aussi bien l'UMP Pélissard que le socialiste Léniel appellent le risque de vassalisation des communes. Là-dessus, il a essayé de donner un certain nombre de réponses. Peut-être qu'elles ont un peu porté. Ça peut aussi expliquer le calme relatif de la séance d'hier. Voilà, il n'a pas ménagé en tous les cas les arguments assez techniques sur la fiscalité locale. Finalement, il a démontré hier, François Fillon, qu'il pouvait tenir le rôle qui lui revient naturellement sous la Ve République, celui d'un Premier ministre. En effet, oui, c'est vrai que les occasions ne sont pas si fréquentes et c'était assez spectaculaire et rare de le voir comme ça devant presque le gouvernement au grand complet. Hein. Ils avaient amené 21 ministres avec lui. Ah oui. C'est vrai que en y réfléchissant, je me disais depuis le début du quinquennat, c'est pas arrivé si souvent que ça. Il s'est grandi auprès de ses ministres et auprès du chef de l'État. Auprès du chef de l'État, je ne me risquerais pas à le dire. En tout cas, auprès de ses ministres, certainement. D'ailleurs, il a une grande cote en ce moment auprès des ministres. Voilà, oui, effectivement, on lit ça dans les journaux. Est-ce que ça peut faire taire à un moment les spéculations qui sont sans cesse relancées sur son départ de Matignon un jour proche ou prochain? À un moment, ces spéculations vont finir par être ridicules, puisqu'il a déjà fait plus de la moitié du quinquennat. Donc, voilà, il y a un moment où ce sera peut-être lui qui aura envie de partir. Merci Alain Offray de Libération d'être revenu nous voir aujourd'hui au Congrès des maires de France pour nous livrer votre décodage. Donc la dernière page de ce 18h. Merci à tous. Dans un instant sur Public Sénat, Gérard Bonneau, c'est son émission Leader. Il reçoit Charles Becbédé, l'ancien PDG de Poweo, toujours dans les affaires. Et puis je vous rappelle, je vous retrouve à 19h pour Face à nous. Notre invité sera François Bayrou, dont les commentaires sur Nicolas Sarkozy, sur François Fillon, mais également sur le psychodrame de Dijon sont très attendus. Bonsoir à tous.